Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un livre qui s'intitule « Vie multiple » de Jeremiah Reynolds? Vous l'ouvrez de suite ou tout simplement vous regardez aussi qui l'envoie. Christian Garcin, ça sort en janvier, cette semaine prochaine chez Stock. Vous savez qu'avec Christian Garcin, c'est jamais si simple. Et puis Jeremiah Reynolds, tout d'un coup, ouais, c'est ça qui est bizarre. Si je vous demande là, qu'est-ce que vous savez de Jeremiah Reynolds, bon, moi c'est pareil, on aurait été bien en peine de raconter quoi que ce soit. Mais en même temps, il y a cette espèce de nuage, de brouillard. On sait que c'est pas une invention, c'est pas Monsieur Pickwick chez Dickens. Il y a du réel là-dessous, et que c'est ça qui va nous faire, qui va faire du livre une expérience. Garcin, on connaît ses voyages, on sait comment il attrape Borges ou Vladivostok. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant de se risquer dans le bouquin? On cherche à savoir un petit peu plus de Jeremiah Reynolds, et on va voir sur Google. On y va, on tape Jeremiah Reynolds. Il faut bien imaginer que des gens de ce nom-là, il y en a des palanqués aux États-Unis, de Jeremiah Reynolds. On habite à un nom qui n'est pas un nom, qui est le nom d'une multitude. On regarde sur Wikipédia français, c'est comme d'habitude, il y en a 5 lignes, mais bon, il est quand même là, mais bon, c'est pas avec ça qu'il a dû travailler, Garcin. Mais c'est une question aussi, ça, comme ça, c'est une question de libre ressources selon la langue. Vous voyez, la Wikipédia américain, et on a quand même un peu plus sa dose. Le Jeremiah, 1799-1858. C'est bien pour nous. Il y aura juste à rajouter un an à son âge, et un an à la date dans le siècle, et puis on aura son âge, sauf qu'il ne fait pas tout le 19e siècle, le pauvre, il meurt à 59 ans. Born to poverty in Pennsylvania, enfance pauvre, c'est tout ce qu'ils nous disent. Vous inquiétez pas, Garcin va nous en raconter plus. He moved to Ohio as a child, élevé dans l'Ohio, et puis c'est là qu'il fait ses études, qu'il se débrouille à les faire à Athens, et qu'à Wilmington, il devient journaliste, et puis même directeur éditorial d'un de ces journaux qui conditionnent la vie, comme ça, dans toutes ces vies de province. Premier croisement avec la vie d'Edgar Poe qu'il suit à quelques années, et puis les deux vies vont évidemment beaucoup interférer. C'est ça qui fait la force de ce Jeremiah Reynolds. Devient l'assistant de ce John Cleves Sims, qui est célèbre à l'époque pour avoir bâti tout un livre sur cette théorie de la Terre creuse. Il se trouve des conférences et publications ensemble. Les deux bons hommes apparemment finissent par se friter, sont en désaccord, mais justement, est-ce que c'est ça là d'où vient ce mystère? Comment faire si on n'est pas d'accord? Sinon, allez y voir. Vous savez que l'Antarctique, c'est une légende, mais qui surgit d'abord par les scientifiques. La Terre, on sait qu'elle est patatoïde, on est capable de calculer avec précision son orbite, sa rotation. Ça suppose à un endroit une masse métallique énorme. Cette masse géologique rocheuse, est-ce qu'elle peut être un continent en bas de la Terre? On ne sait pas, puisque ceux qui s'en vont ne reviennent pas. Jeremiah Reynolds, en 1829, est le premier à risquer une véritable expédition au pôle Sud, poser le pied sur la banquise, tenir 5 jours et revenir. C'est ça qui va faire un des premiers éléments de légende qui va le propulser dans jusqu'à nous. Et puis, quelle aventure! Les bateaux reviennent, ça doit être en conditions comme ça tellement extrêmes. Valparaiso, nom de rêve, Valparaiso, oui, c'est là que ces marins se mutinent et puis l'abandonnent, le Reynolds, sur la côte. Du coup, pendant 3 ans, il va se retrouver mêlé à toutes les révolutions chiliennes, encore tout un truc comme ça, de zone complètement imprévisible.
prévu. Et puis Potomac, encore un nom de rêve, c'est quoi? C'est le nom de bateau américain qui remonte par Valparaiso et par lequel Reynolds va enfin, 3 ans plus tard, pouvoir rentrer aux USA. Il s'en ira à New York, il va faire des études de droit, il deviendra avocat. Entre-temps, il y aura cette espèce de pulsion comme ça de l'extrême qui va jamais le quitter. Il va s'embaucher dans une chasse à la baleine et puis en publier le reportage sous forme de livre. Ça va s'appeler Mocha, The White Whale of the Pacific. On part pas de Nantucket, on est de l'autre côté, mais c'est ce Mocha Dick qui va être le germe comme ça du Moby Dick du Grand Melville, encore un autre trait de légende comme ça, qui s'entre dans Jeremiah Reynolds et qu'en fait une espèce de nœud focal qui justifie le bouquin de Garcin. Et puis cette autre aventure que lancent les USA, 1838-1842, comment ça s'appelle? The Great US Exploring Expedition. Quelque chose, même dans les années 1925-1930, ça va continuer. Faire le tour de la carte, aller au bout, tout simplement être capable de cartographier. Quel inconnu? Cartographier l'océan Pacifique. Il va s'embarquer dans ce truc-là. Voilà, ça c'est la vie de Jeremiah Reynolds. Et maintenant, si on y allait y voir d'un petit peu plus près. Le bouquin de Garcin, on peut l'ouvrir au hasard. Des dates, un titre, regardez, 2 pages, 4 pages, c'est ça le chapitre. Chapitre suivant, 2 pages, 4 pages, et il est long celui-là. 6, 8 et demi. Interlude, on reprend les petits chapitres, regardez, encore 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6... et puis ça sur l'étendue d'un bouquin. C'est-à-dire, Garcin va tout nous séquencer, il va tout nous balancer comme ça par espèce de petites microsphères, chacune tenue, chacune âpre, chacune sans bord. Et ces microsphères comme ça, évidemment, nous on se les prend comme une espèce de percussion mentale. Ça vient ici, ça vient là. On est presque dans du montage ciné. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que sur chacune de ces microsphères, il est capable de tenir, j'allais dire, d'utiliser le mot résolution, comme on l'a sur nos écrans et tout ça. Quelque chose d'extrêmement concret, comme ça, qui va gripper avec les mains. On ne sait pas tout, on aura juste que ce qu'il aura saisi comme ça dans cette petite truc concrète. Bon, justement, c'est à nous, lecteurs, de refabriquer comme ça cette constellation discontinue, et puis en même temps, balader, secouer, transporter comme ça dans cette constellation discontinue, peut-être qu'on aurait été un peu plus près, comme ça, de ce qu'il y a d'épopées, ce qu'il y a de fables, ce qu'il y a de contes que nous ont appris les grands livres linéaires. Rappelez-vous Les Enfants du Capitaine Grant, rappelez-vous 2 ans de vacances, rappelez-vous ou n'importe quel flux qu'est un livre de Balzac. C'est ça qui casse. Et c'est là où il nous emmène. Mais en même temps, avec quoi on le reconstitue, ce truc-là, sinon notre aspiration à l'épopée, sinon notre aspiration à l'inconnu. Allons voir comment ça marche. Interlude 1, les fortunes de la terre creuse. De la même manière qu'elle ne l'avait pas attendu pour naître, la théorie de la terre creuse ne devait pas périr en 1829 avec John Cleves Sims Jr. Avant lui déjà, et un demi-siècle après Edmond Halley, il y avait eu le mathématicien écossais Sir John Leslie, qui avait avancé vers 1800 l'idée similaire d'une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression, tandis que 2 astres, Pluton et Proserpine, y traçaient de mystérieuses orbites. La citation n'est pas de Leslie, mais de Jules Verne, qui s'y réfère dans son « Voyage au centre de la Terre », publié en 1864. Le roman de Verne, cependant, s'il décrit une descente d'une centaine de kilomètres dans les entrailles de la Terre, à partir du cratère d'un volcan islandais jusqu'à y rencontrer végétaux géants, troupeaux de mastodontes, humanoïdes fossilisés et une mer intérieure où batifoles et s'entre-dévorent, ichthyosaures et plésiosaures, ne mentionne jamais la possibilité que la planète entière soit creuse, ainsi que le supposait ou l'affirmait Halley, Leslie ou Sims. Les protagonistes ressortent par le Stromboli.
et le monde souterrain qu'ils ont arpenté s'étend peu ou prou sous le continent européen, dont il épouse les dimensions. On ne manquera pas de noter que la mer intérieure, imaginée par Verne, n'a eu besoin que de 150 ans pour rejoindre notre réalité, puisqu'on découvrit en avril 2014, sous une couche de roches à peine plus de 700 km de profondeur, un océan souterrain contenant 3 fois plus d'eau douce que tous les océans de la planète réunis. Note: impossible cependant d'envisager y naviguer, l'eau n'y apparaît pas sous sa forme liquide, mais contenue à l'intérieur d'un minéral bleu, la ringwoodite. Comme quoi, il n'y a pas que les scientifiques dont les théories sont parfois vérifiées avec retard. 40 ans avant Verne, un autre Français beaucoup moins connu, Jacques Collin de Plancy, auteur de quantité d'ouvrages occultes, insolites ou fantastiques, dont un dictionnaire infernal, au sous-titre aussi interminable qu'alléchant, recherches et anecdotes sur les démons, les esprits, les fantômes, les spectres, les revenants, les loups-garous, en un mot, sur tout ce qui tient aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux superstitions, aux choses mystérieuses et surnaturelles, etc. Avait fait paraître en 1823 un premier Voyage au centre de la Terre, ou Aventures diverses de Clérency et de ses compagnons dans le Spitzberg au pôle Nord et dans des pays inconnus, dans lequel apparaissent à peine remaniés de nombreux passages du roman Simsonia de John Cleves Symmes, paru 3 ans plus tôt, ainsi que des références appuyées aux théories de Halley. Le roman de Symmes, dont certains estimèrent qu'il s'agissait non d'une illustration mais d'une satire de cette théorie et en déduisirent qu'il n'en était pas le véritable auteur, avançant pour cela le nom d'un certain Nathaniel Hames, influença également Edgar Allan Poe pour sa nouvelle « Manuscrit trouvé dans une bouteille », qui s'achève au moment où un bateau, ayant franchi l'anneau de glace du pôle sud, s'engouffre dans un gigantesque tourbillon qui l'aspire et le fait sombrer dans ce qui ressemble fort à l'ouverture décrite par Symmes. 2 ans plus tard, dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, Poe esquissera une fin construite sur un principe similaire, un tourbillon qui entraîne le navire dans une immense cataracte, et reprendra la description que fait Symmes des habitants de Simsonia, à la peau très blanche et vêtus de blanc. Et alors, nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte, où un gouffre s'entr'ouvrit comme pour nous recevoir. Mais voilà qu'en travers de notre route se dressa une silhouette voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre. Et la couleur de la peau de la silhouette était de la blancheur parfaite de la neige. Le Pellucidar d'Edgar Rice Burroughs, dans le cycle du même nom, réparti sur 7 romans publiés entre 1914 et 1944, est également une terre creuse dont le noyau est un soleil intérieur, peuplé d'animaux préhistoriques, tout comme l'est Plutonia, que publia en 1915 le géologue russe Vladimir Obrouchov, auteur 10 ans plus tard de La Terre de Sannikov, roman à grand succès, probablement inspiré du Monde inconnu de Conan Doyle. En 1931, Howard Phillips Lovecraft, dans At the Mountains of Madness, les montagnes de la folie, retrace la découverte, au cœur de l'Antarctique, d'une gigantesque cité souterraine et déserte. Mais s'il s'agit là d'une même porte d'entrée polaire vers un monde enfoui, la théorie de la terre creuse de Symmes n'y est pas vraiment reprise. Il y est plutôt question de vastes cavernes et non de sphères concentriques. Vous vous lassez peut-être, vous avez raison, un tel recensement devient vite fastidieux. Et d'ailleurs, à bien creuser, on trouve des mondes souterrains un peu partout. Aussi bien chez Thomas Pynchon, dans Mason and Dixon ou dans Contre-jour, que chez Umberto Eco, dans Le pendule de Foucault, ou encore dans un roman fantaisiste non traduit en français, The Hollow House, de Roddy Rucker, qui met en scène un nommé Mason Reynolds, sikh, parcourant en 1836 avec un nommé Edgar Allan Poe, sikh, les mondes souterrains qu'ils ont atteints par cette ouverture du pôle sud et dans lequel figure aussi un homonyme du héros Jeremiah Reynolds, sikh,
Sans compter, bien entendu, des dizaines d'autres romans entre science-fiction et ésotérisme qui se sont emparés du thème de la Terre creuse, comme Le Dieu qui fume de Willis George Emerson, supposément inspiré du témoignage supposément authentique d'un marin norvégien nommé Olaf Jensen qui aurait avec son père pénétré en 1829 les mondes souterrains et passé 2 ans parmi les élus géants débonnaires qui vivent entre 600 et 800 ans. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a aussi un marin norvégien nommé Olaf, je ne sais même pas si c'est pas Jensen dans L'appel d'Ortlu de Lovecraft, il faut qu'on en vérifie ça avec Garcin, qui vivent entre 600 et 800 ans, ou Edith Orpa de John Uri Lloyd, paru en 1895, et qui mêle terre creuse, alchimie et franc-maçonnerie, ou encore L'anti-utopie de Régis Messac, paru en 1937, La cité des asphyxiés, qui décrit le destin d'un homme ordinaire projeté 10 000 ans dans le futur, dans un monde souterrain où la vie se révèle être à peine plus cruelle, désespérante et démente que la nôtre. Mais si l'on quitte le champ de la littérature, même dite de genre, il reste que la théorie initiale, celle de Halley et de Sims, supposant l'existence d'un monde souterrain auquel on peut accéder par de gigantesques ouvertures situées au pôle, continue à prospérer, notamment sur Internet. Les sites plus ou moins, et plutôt plus que moins, ésotériques sont nombreux, qui prennent appui sur cette théorie pour expliquer notamment le phénomène des soucoupes volantes. Nous ne serions pas visités depuis l'espace, mais depuis le centre de la Terre. Des photos satellites, évidemment non retouchées, viennent nous, dit-on, illustrer le bien fondé de la théorie. On a ainsi repéré grâce à Google Earth 2 étranges cavités situées sur le continent antarctique, pas vraiment au pôle sud, mais etc. Les coordonnées précises sont dans le livre de Garcin, dont certains avancent qu'il s'agit de manière évidente d'ouvertures artificielles qui prouvent la validité de l'hypothèse d'un monde creux et habité. Diverses autres théories mysticisantes n'ont pas tardé à s'emparer du mythe. En 1873, Edward George Bulwer Lytton, que cite aussi Lovecraft, auteur des Derniers jours de Pompéi, publia un livre au titre vaguement anxiogène, « La race à venir, celle qui nous exterminera », dans lequel il avance que les rescapés de divers cataclysmes avaient au fil des âges trouvé refuge sous terre. Cette race de surhommes allait, selon lui, bientôt supplanter l'humanité grâce au vril, une sorte de courant électrique. Dixit Bulwer Lytton, lui-même, l'époque était fasciné par l'électricité, maîtrisé et dirigé à leur guise par ces surhommes qui l'utilisaient notamment pour ce qui concerne la télékinésie et la télépathie. L'occultiste Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, reprit cette notion quelques années plus tard dans son livre « La doctrine secrète », fit de ce vril une force magique, mystérieuse et puissante, connue seulement des anciens maîtres qui, réfugiés dans les entrailles de la terre, peupleraient le royaume mythique d'Agartha, dont il a déjà été question, avatar du mythe bouddhique puis hindouiste du royaume de Shambhala, dont une des entrées se trouverait non plus au pôle, mais au Tibet, une autre sous la partie droite du sphinx de Gizeh, et quelques autres ailleurs sur la planète. Le délire pouvait commencer. Il avait d'ailleurs déjà commencé. S'engouffrèrent dans ces mondes souterrains l'Atlantide, la Lémurie, Mu, Thulé, dont les savoirs perdus seraient ainsi conservés dans les entrailles de la Terre, la fraternité blanche universelle, les garages à ovnis et quelques sociétés secrètes lucifériennes, comme celle inventée en 1947 par un ingénieur allemand nommé Willy Ley, de la Société du Vril, communauté d'occultistes de l'Allemagne nazie à laquelle auraient appartenu Rudolf Hess et Heinrich Himmler. Certains prirent cette mystification pour argent comptant, et de là naquirent diverses histoires au sujet de maîtres secrets tibétains, dépositaires de savoirs anciens, ayant été consultés par les dignitaires nazis, qui auraient tenté de les rallier à leur cause. Fariboles dont se firent notamment l'écho Louis Pauwels et Jacques Bergier dans Le Matin des magiciens. Arrêtons là. Lorsque la roue tourne et devient folle,
Elle est impossible à maîtriser. Elle continue aujourd'hui. Il suffit de cliquer. On a 2 interludes comme ça. Les deux, le premier, donc celui que je viens de lire sur cette fortune de la terre creuse, et puis le deuxième, reprenant en plus de détails ce roman Simpsonia, publié par John Cleves Sims. Sinon, le livre est strictement une machine linéaire chronologique. 1812-1815, les guerres de John Cleves Sims. 1816-1818, les mondes d'Edmond Halley. 1818-1923, les mondes de John Cleves Sims. 1823-1829, les enfances de Jeremiah Reynolds. Interlude, 1829, l'expédition antarctique de Jeremiah Reynolds. Mars 1830, les Indiens de Jeremiah Reynolds. Mars 1830, les rêves de Samuel Lewis. Avril 1830, les tourments de Jeremiah Reynolds, etc., etc., etc. Y compris donc ce récit, quand il s'embarque à chasse à la baleine, quand il s'embarque plus tard sur ce bateau destiné à cartographier le Pacifique, mais en même temps bien mesurer de quoi il est question dans cet imaginaire. Que ce qui compte avec Garcin, comme dans ses livres précédents, c'est évidemment pas la question du voyage, c'est peut-être même avant tout la question de l'imaginaire, de l'invention, de la reconstruction romanesque. Qu'est-ce qui nous fascine quand on tourne les pages d'un livre? Pourquoi nous fascine encore plus dans l'invention, l'imaginaire et jusqu'au fantastique, ces livres qui vont aux limites du monde et qui font craquer le principe de réalité du monde? Et qui sont ces fous qui se sont risqués à ces endroits-là et eux-mêmes ne savaient plus où étaient les bords de cette double réalité. C'est peut-être pour ça que ces porteurs de rêves, comme ce Jeremiah Reynolds, nous concernent. En même temps, quand on va y voir, ce qu'on découvre, c'est que ce qui les porte n'est pas forcément du rêve. Où est cette instance de la folie? Sinon chacun d'être au bout de son propre pragmatisme. Où est l'instance de la folie de Reynolds? Sinon dans ce qu'en fait après lui Edgar Poe, ou dans ce qu'en fait après lui Melville, qui prennent directement ses propres aventures pour les rechambouler. Mais dans la démarche de Garcin, c'est ça, moi, qui m'importe. Comment on lit et comment les livres fabriquent du rêve en nous pour aller chercher Jeremiah Reynolds. Vous avez vu dans ce petit extrait, la quantité de livres qu'il va chercher, la quantité de livres qu'il va lire, la quantité, enfin tout ce que chaque époque porte d'imaginaire, et chaque époque, évidemment, abandonne, laisse derrière elle ces imaginaires des époques précédentes. On est toujours confronté, nous, à notre propre et directe quête d'inconnu et de curiosité dans notre temps présent. En même temps, à quel endroit précisément un livre comme celui-ci, parce que justement il n'est pas question de personnages imaginaires comme ceux de Jules Verne, mais d'un personnage bien réel dont les traces historiques, les traces bibliographiques sont fondées, nous permet d'entrer dans ce qui nous a porté dans les fables d'Edgar Poe, ce qui nous a porté intérieurement, fait voguer comme ça, mentalement, dans les grandes dérives de Jules Verne. C'est compliqué avec Garcin, c'est un gars qui vit près de Marseille. J'allais dire c'est un silencieux, mais finalement on se connaît pas tant que ça. Mais c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui a besoin de cette expérience. Il est à Marseille, on le voit fabriquer sur Facebook, c'est fascinant à suivre, on le voit préparer ses voyages. Puis ensuite, pendant le voyage, il disparaît. Il est en Chine, il est au Tibet, et il a cette histoire comme ça d'un gars qui, d'après fait divers de journal, lui il l'a fait, le voyage de Moscou à Vladivostok, mais il a pris ce 3 petits trucs comme ça d'un type balancé à Moscou sans fric et qui n'avait
pas d'autre solution que de se démerder pour revenir sans un fric de Moscou à Vladivostok. Et puis voilà, ça fait un livre. Là, il revient d'un voyage sur la côte ouest des États-Unis, parti de LA et puis remontant jusqu'à Seattle et Vancouver. Qu'est-ce qui va en rapporter? J'en sais rien. Qu'est-ce qui, dans ses propres dérives à lui, l'a fait entrer comme ça? À quel moment, pour souhaiter travailler sur ce qui nous constitue dans le rêve littéraire, par exemple Edgar Poe, par exemple Jules Verne, d'aller travailler comme ça sur cette figure juste en amont pour lequel il y a quoi? Rien. 25 lignes sur Wikipédia et puis des livres qui sont largement caducs. Voilà. Vie multiple de Jeremiah Reynolds par Christian Garcin. C'est chez Stock et croyez-moi, on en a pour notre argent. Surtout moi qui l'ai reçu dans ma boîte aux lettres sans rien payer.